Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité tout en images sur ATV. À la une ce lundi 8 décembre, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sera en visite en Martinique demain. Il vient à la rencontre des professionnels, avocats, policiers ou agents pénitentiaires. Un déplacement très attendu à l'heure où certains espèrent de vrais changements. Qu'attendez-vous du garde des Sceaux? Élément de réponse dans cette édition. En ce mois de décembre, la magie ne suffit pas toujours pour faire oublier la vie chère. Entre budget serré, arbitrage douloureux et le choix judicieux des cadeaux, les regards sont plus que jamais fixés sur le portefeuille. Si les Martiniquais souhaitent bien évidemment faire plaisir à leurs proches, ils sont aussi soucieux des dépenses à réaliser pour Noël. La semaine du numérique et des sciences informatiques a débuté ce lundi dans les établissements scolaires de l'île. Ce matin, au lycée du Marin, les élèves ont pu faire la rencontre de Sandra Libri, une spécialiste de la cybersécurité. Et c'est sur ce point plus que d'actualité qu'elle a souhaité sensibiliser les lycéens. Il était en visite sur le territoire en mars 2024. Gérald Darmanin revient en Martinique en tant que garde des Sceaux demain matin. Après Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guadeloupe, le ministre de la Justice est attendu sur le territoire pour une série de rencontres et réunions. Des séances de travail avec les magistrats et les agents de la Cour, mais aussi une visite au centre pénitentiaire de Ducos. Une rencontre très attendue par les agents de la prison qui attendent de réelles réponses à leurs problématiques. Nous ne sommes pas dans l'appel du ventre. Tout ce que l'organisation syndicale UFAP, UNSA Justice, organisation majoritaire à 80% au centre pénitentiaire de Ducos, demande bien sûr des améliorations du centre pénitentiaire de Ducos, mais qui soient en phase aussi avec l'environnement sociétal. Nous sommes un territoire à part entière qui ne peut pas être considéré comme n'importe quelle prison en hexagone. Nous avons des spécificités et nous réclamons qu'elles soient reconnues. Des spécificités propres à notre territoire que les forces de police exposent également. Le syndicat GP Police Martinique compte notamment interpeller Gérald Darmanin sur 3 points. Donc une anonymisation des procédures qui est assez urgente. Dans un second temps, on va attendre une plus grande sévérité des peines. Quand on sait qu'en Martinique, maintenant, 36 morts en une année, ça fait beaucoup. Donc je pense qu'il y a des exemples à faire. Et troisièmement, libérer nos effectifs de police en urgence, que les effectifs de prison prennent en compte les personnes en garde à vue pour pouvoir avoir des effectifs de police libérés pour leur mission. Des attentes au niveau des professionnels, mais aussi au niveau de la population, même si pour beaucoup, cette visite ne rime pas forcément avec solution. Est-ce que ça va être vraiment mis en exécution? Et les Martiniquais, ils ont besoin de preuves. Et pour l'instant, c'est plus du blabla. J'ai vu des ministres passer, repasser, mais il y a toujours un manque de moyens pour la police, pour la sécurité, pour les infrastructures et tout. Donc, on espère toujours du mieux. Il faut vraiment être en immersion totale et écouter ceux qui vivent ici, ce qu'ils ont à revendiquer et les propositions qu'ils peuvent nous donner. Parce que c'est quand on vit sur le terrain qu'on sait ce qui pourrait fonctionner. Le ministre de la Justice ne restera en Martinique qu'une journée. Demain après-midi, Gérald Darmanin se rendra à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, où il tiendra une réunion de travail consacrée à la lutte contre le narcotrafic et à la criminalité organisée. Une opération de secours menée en pleine mer la nuit dernière. Une jeune femme de 23 ans a été portée disparue alors qu'elle se trouvait avec d'autres individus sur un îlet au François, d'où elle serait partie à la nage. Grâce à l'intervention rapide des sauveteurs en mer, appuyée par le Dragon 972, la jeune femme a pu être localisée sur un autre îlet en légère hypothermie. Les précisions de la SNSM face à la caméra de Sandrine Claude. À 20h50, on a le CROSAG qui se trouve donc à Fort-de-France qui sollicite la SNSM du François, donc l'embarcation, pour qu'on se rende sur la baignoire Joséphine pour une disparition de personne. On a l'information que ce serait une jeune femme qui serait partie à la nage, donc depuis la baignoire, sans plus de précision sur la direction et la zone de recherche. Alors nous, à notre niveau, on est parti avec le Narval, donc qui est le bateau, le semi-rigide d'intervention qu'on utilise côté Atlantique avec la SNSM. Et en parallèle, on a eu l'appui de Dragon dans les airs, donc qui est arrivé immédiatement sur zone à 21h10. On découvre donc la jeune femme en hypothermie légère,
donc sur l'îlet anonyme sur lequel s'était réfugié après avoir nagé pendant 1,5 km. On a la chance d'avoir des bénévoles parmi la SNSM qui connaissent très bien la mer. Et là, effectivement, hier soir, dès qu'on est arrivé sur zone, ils ont pris directement en compte la marée ainsi que les courants et le vent. Et notre zone de recherche, elle s'est directement affinée sur l'île anonyme où on l'a découverte saine et sauve. La sécurité en mer est très très importante. Déjà, l'aspect primordial, c'est dès qu'on part en mer, on prévient un membre de sa famille, un ami, et on donne la zone sur laquelle on se rend. C'est déjà très important. Ensuite, on a aussi l'aspect sécurité pour soi-même et pour autrui. Donc faire attention voilà, à la façon dont on va s'alcooliser, la façon aussi dont on va piloter les embarcations, donc respecter les zones aussi de navigation. Tout ça, c'est vraiment très important et ça permet de sauver des vies. À 2 semaines du réveillon de Noël, les consommateurs se serrent-ils la ceinture ? Chaque année, sous chaque sapin, on rêve d'un pied noyé de cadeaux. Mais avec la vie chère qui sert notre territoire, ce rituel devient un défi pour bien des familles. Comme Fabienne, dont le budget fond d'année en année et qui doit désormais jongler pour offrir un Noël digne de ce nom. On va dire qu'il est en diminution, donc voilà, les autres années on avait peut-être une enveloppe de peut-être 300 €. Là il descend en gros vers 200 € à peu près. On a moins de pouvoir d'achat, donc ça se ressent dans le porte-monnaie. On va essayer de jouer sur les prix pour avoir le maximum de cadeaux et de leur faire plaisir. Avoir un sapin généreusement garni, ce n'est plus à la portée de toutes les familles. Selon l'INSEE, les prix à la consommation augmentent en moyenne de 1,1% par an, un rythme qui pèse lourd sur les budgets déjà serrés. Comme pour Aude qui a dû revoir toutes ses dépenses et s'imposer des restrictions pour pouvoir assurer les fêtes sans se mettre en danger financièrement. Pas un énorme budget, un budget un peu réduit, mais pour un seul enfant. On va dire un gros budget pour un enfant. Dans le sens où l'année dernière, j'offrais à plus d'enfants. Et cette année, avec le même budget, je vais offrir avec un seul enfant. Donc c'est plus dans ce sens-là que ça a diminué. Mais en soi, le montant est le même. C'est juste que la quantité est différente. Mais oui, je fais plus attention par rapport à mon contexte de vie de maintenant. Un contexte que connaît bien Laïssa, mère de 3 enfants, elle doit calculer chaque dépense au millimètre près pour réussir à tenir son budget. Ah oui, très attention, parce que tout a augmenté. C'est pas facile d'acheter des cadeaux pour tout le monde. Il faut satisfaire les enfants, mais en même temps, il faut regarder tout ce qu'il y a comme dépenses. Parce que le mois de janvier, c'est le plus long. Mais pour d'autres, la question du budget ne provoque pas le même stress. Avec des situations plus confortables, la course au cadeau rime davantage avec organisation qu'avec prise de tête. Je fais un petit peu moins attention parce que ma situation professionnelle a changé, donc ce qui fait que je me fais plaisir et je fais plaisir surtout à mes enfants. Effectivement, il y a certains produits qui sont en hausse, mais après il y a certains magasins qui respectent quand même et qui nous permettent avec des petits besoins de prendre des jouets quand même pour les enfants. Pour l'enseigne, conjuguer vie chère et cadeaux de Noël reste un vrai défi. Mais elle s'efforce de proposer un catalogue équilibré, capable de satisfaire tous les budgets sans sacrifier la magie des fêtes. La vie chère est là, donc oui, bien sûr que tout le monde fait attention à son portefeuille. Après, notre priorité, c'est d'avoir vraiment l'offre à la demande. C'est vraiment, parce que quand les clients arrivent, c'est vraiment le jouet qu'ils veulent, qu'ils viennent chercher. Mais voilà, après, on est content parce qu'on a de la quantité. On va dire à peu près entre 45 et 55 € de moyenne pour un jouet pour un enfant. Noël arrive, mais la vie chère reste et continue de peser dans les dépenses. À Schellcher, la municipalité et le CHUM unissent leurs forces pour mieux préparer le territoire aux chocs environnementaux. Objectif : renforcer la résilience face aux changements climatiques et aux risques majeurs. Formation, actions de prévention, nouveaux outils d'alerte et observatoires scientifiques. Un projet pour anticiper les crises et améliorer la réponse sur le terrain en collaboration avec d'autres organisations de la Caraïbe. Schellcher est une ville placée sur un littoral, mais c'est également une ville qui est entourée d'universités qui vont être partenaires du projet. Et on a la possibilité de travailler ensemble en permettant à ces citoyens de réfléchir sur des conditions de crise, par exemple. On a un plan cyclone, comment on s'y prépare et comment est-ce qu'on est impacté dans son quotidien par les crises. Aujourd'hui est le lancement officiel, mais en préparation de ce projet Periscopa, nous avons déjà commencé à établir des bases de coopération avec la Caraïbe et avec des équipes de recherche. Donc le travail préparatoire est effectué et maintenant nous allons déployer les actions sur le territoire. On a la chance, dans le cadre de ce projet Interreg, de faire de la coopération avec Cali, avec la Fondation Vallée del Lili, qui va travailler sur la gestion des crises avec nous, puisque en Colombie, on a des territoires similaires pour la biodiversité. Dans un premier temps, la municipalité de Schellcher est un site pilote et nous allons pouvoir déployer à d'autres villes qui seront volontaires, que ce soit en Martinique ou dans la Caraïbe, pour extrapoler ce projet Periscopa.
C'est un univers qu'ils côtoient tous les jours sans forcément en mesurer les risques. Au lycée Montgérald de ce matin, la cybersécurité est au cœur des échanges. Pour vous prémunir de l'attaque. Pour en parler avec les élèves, Sandra Libri. Le pirate, en fait, c'est quelqu'un de persévérant et de patient. Donc il va choisir le bon moment pour déclencher l'attaque. À son actif, près de 30 ans passés dans l'armée, dont plus de la moitié en tant qu'informaticienne. C'est un domaine dont l'avenir est infini. Tant qu'il y aura de l'informatique qui évoluera, en plus, la cyber va évoluer avec. Maintenant, les enfants sont les cibles potentielles de demain. D'aujourd'hui déjà, parce qu'ils ont des moyens techniques en main et les parents n'ont pas forcément su mettre de limites et surtout leur expliquer la bonne utilisation de ce type de choses. En parlant de cybersécurité, on peut être amené à penser aux attaques de grands groupes. Ces menaces peuvent pourtant bien concerner ces lycéens un jour ou l'autre. Le fait de nous avoir expliqué ce que ça peut nous entraîner dans la vie, nos données personnelles qui peuvent être divulguées, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter de la musique. Du coup, j'ai souvent mon Bluetooth activé pour connecter mon casque, mes écouteurs, etc. Et j'avoue que de temps en temps, j'oublie de désactiver mon Bluetooth. Et le fait qu'elle ait dit qu'on peut pirater le téléphone avec le Bluetooth et tout, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai appris pour les militaires comment faire pour s'engager, à partir de quel âge, et puis comment protéger son téléphone. Le domaine de la cybersécurité est aujourd'hui en plein essor. L'atelier du jour vise non seulement à sensibiliser ces jeunes, souvent les premières cibles des usages numériques massifs, mais aussi à faire passer le message qu'ils pourraient eux aussi devenir acteurs de la sécurité informatique. C'est important effectivement qu'il y ait quelqu'un qui intervienne dans les établissements pour montrer tous les enjeux liés à la cybersécurité. Parce que les élèves sont confrontés en fait à travers les réseaux sociaux en particulier potentiellement à des attaques liées au numérique. Voilà, donc ils ont l'impression lorsqu'ils sont dans leur chambre d'être protégés, mais finalement ils peuvent être soumis à des attaques et donc à du harcèlement qui peut continuer en dehors des murs de l'établissement. L'atelier offre aux élèves un premier pas dans un domaine où chaque geste compte et où certaines vocations pourraient bien se révéler. On est quand même très très loin de ce qu'il faudrait aujourd'hui. Tout reste à faire, surtout qu'on a déjà du retard et la cyber continue d'avancer. Donc avec l'IA, entre autres aujourd'hui par exemple, le potentiel d'attaque en utilisant l'IA est complètement infini et même très dangereux. Donc c'est important, oui, de enfin prendre les choses en main et puis de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse se prémunir un maximum. Ce temps d'échange rentre dans le cadre de la semaine du numérique lancée ce lundi. Durant toute une semaine, des actions auront lieu dans différents établissements scolaires, du nord au sud. Derrière Antoine Guillon, tu te rends compte? C'est juste extraordinaire. Je suis parti assez prudemment, je trouve, dans l'appelé. J'étais avec un gars de Guadeloupe là, et puis on était bien tous les deux. Et puis après, on se fait passer par le TGV Antoine Guillon, voilà, tac, qui monte et tout. Il sait mettre les pas où il faut et tout, ça respire pas fort. Grosse surprise, je tombe sur Cédric et Thibaut. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. Donc toute la partie en fait entre Macabou et le sable jusqu'à Cap Chevalier, de toute façon, je m'entraîne sur le sable aussi pas mal, donc ça paye. Et puis là, je me suis dit c'est faut tenter le tout pour le tout, quoi. Le Golden Star, vainqueur de la finale de la Coupe de France, zone Guy Margois. Les Foyalais, auteurs d'une première mi-temps intéressante, ont pris le devant. Et malgré une deuxième période un peu plus compliquée face à Cosma, ils résistent au retour des Guyanais
et s'impose au final sur le score de 58-54. Les hommes de Steve Souchette se déplaceront dans l'Hexagone début janvier pour le prochain tour de Coupe de France. Moins de réussite en revanche au féminin pour l'ASC Aigle Noir. Les Gros Mornaises ont couru après le score pendant pratiquement tout le match face à l'ASC Tours de la Guyane. Les protégés d'Olivier Magloire s'inclinent sur le score de 65-58. En football, à l'occasion de la 10e journée du championnat de Régional 1, le RC Saint-Joseph était opposé à l'AS Mont-des-Esses et le champion en titre a raté l'occasion de se rapprocher de la tête du classement. Si les hommes de Jérémy Ludon ouvrent la marque par Giovanni Barba dès la 10e minute, au retour des vestiaires, l'AS Mont-des-Esses égalise par Adam Augustine, un but partout, seul score final. Pour le reste, notez les victoires du club franciscain, du club colonial et du Golden Lion. Partage des points entre la Samaritaine et le Promu Robertin. Enfin, festival offensif pour les clubs foyalais, le Golden Star et le CO Trinel. Au classement, les franciscains sont leaders avec 1 point d'avance sur le club colonial, 3 sur le RC Saint-Joseph qui compte tout de même 2 matchs en retard. Au pied du podium, on retrouve l'autre formation Joséphine. En bas de tableau, l'espoir, l'émulation et toujours lanterne rouge, l'Aiglon, ferment la marche. En handball masculin, à l'occasion de la 8e journée du championnat de pré-national, on avait droit au derby foyalais entre l'USC Citron et l'UJ Redoute. Une rencontre dominée par les Citronnais en première mi-temps et maîtrisée lors du second acte. L'USC Citron s'impose logiquement 35-28. Victoire aussi du Club Sport, du Phénix franciscain, de la Gauloise et de l'Espoir de Floréal. Au classement, l'USC Citron est leader avec 3 points d'avance sur l'UJ Redoute et 4 sur le Club Sport. Le Phénix franciscain est au pied du podium à 7 longueurs du leader. Le Réveil sportif, l'Étoile de Gondo et Dillon Doubout ferment la marche. Chez les filles, le choc entre le Réveil sportif et l'Arsenal a souri aux Robertines. Victoire également de l'Entente Meg, de l'UJ Redoute, du Phénix franciscain et de l'Étoile de Gondo. Au classement, l'Arsenal assoit sa position de leader avec 2 points d'avance sur l'Entente Meg et le Réveil sportif. L'UJ Redoute est au pied du podium à 6 longueurs des Robertines. En bas de tableau, on retrouve l'AS Rapid Club, le HBC Pilotin et la Lanterne Rouge, le SC Lamantinois. Comme chaque soir, petit coup d'œil sur le calendrier de l'établissement français du sang. Le camion mobile sera demain de 8h30 à 17h30 sur le parking du centre commercial La Galeria au Lamentin. Vous pourrez également vous rendre à la Maison du Don, immeuble Le Fils à Dillon, de 10h30 à 17h.